Alors bonjour, je suis particulièrement ravi de recevoir Pascal Bouchez, qui est maître de conférence en information et communication. Et donc tu as eu aussi un parcours, on va dire, pluridisciplinaire, puisque tu as été aussi dans l'audiovisuel, tu as filmé des spectacles, notamment les spectacles de Daniel Mesguich. Et moi, bah, j'ai aussi un parcours pluridisciplinaire qui m'a amené de la physique à la psychanalyse. Voilà. Alors on a décidé de faire un dialogue à deux sur un moment particulier de l'humanité où la société semble se déconstruire, mais évidemment la question qui se pose, qu'est-ce qui va émerger de cette déconstruction? Alors il y a un proverbe dans la Kabbale qui dit si tu sais pas où tu vas, sache d'où tu viens. Donc on va revenir sur un thème qui est brûlant en ce moment, la notion d'identité. Puis après on verra l'initiation qui nous amènera à passer ce chaos, puisque tout le monde sait que du chaos naît un nouvel ordre, et quel nouvel ordre va émerger? Est-ce que c'est un ordre qui paraît conforme à ce qu'on a déjà vu ou complètement innovant? C'est un petit peu les différentes parties qu'on veut aborder dans ce dialogue. Et la dernière partie aussi, la dernière partie, la troisième partie, c'est le nouveau monde qui pourrait résulter de cette initiation, de ce changement de niveau de la conscience humaine. Voilà. Alors on va partir de l'identité. Actuellement, il y a un courant qu'on appelle le post-matérialisme, qui consiste à remettre en cause un petit peu ce que l'Occident a mis au cœur de sa vision du monde, à savoir tout se ramène à la matière. Alors ça, c'est le physicien qui va parler. Euh, un atome, c'est vide à 99, et après la virgule, il y a 6 ou 7 9. Donc il est vide à 99,9 999 999% pour les optimistes ou 99 999 999% pour les pessimistes. Donc on voit bien que ce qu'on appelle la matière est basée sur un millionième ou un dix millionième de l'atome. Le reste, c'est ce qu'on appelle un vide quantique, qui est un faux vide. Donc déjà, quand on se réclame du matérialisme, c'est se réclamer du 1/10 millionième ou un millionième de la matière. Donc c'est bien raisonnable. Alors, la matière est faite principalement de vide. Le vide est majoritaire dans l'univers, puisque le vide sidéral, le vide à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est la première réflexion que la physique nous amène à faire. Ensuite, effectivement, tout ramener à la matière, c'est un peu en contradiction avec une discipline qui est devenue très populaire depuis quelques années, la physique quantique. Et parmi ses propriétés, il y en a une qui paraît un petit peu contradictoire avec la physique classique, c'est qu'un objet quantique, alors on appelle objet quantique un atome, une molécule, maintenant on commence à envisager certains comportements quantiques des cellules, c'est à la fois de la matière et simultanément de la vibration. C'est-à-dire, on a une sorte de frisson ontologique, puisque à la fois, on va relier ce qui est substantiel et ce qui est immatériel. Et les deux réunis semblent complètement contradictoires. Et cette propriété, elle est due à un Français, le prince Louis de Broglie, qui va découvrir cette dualité, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, onde-corpuscule, qui est la signature du monde vibratoire. Alors évidemment, quand on ramène tout à la matière, ben, on a oublié cette dimension vibratoire. Un être humain, c'est de l'ordre d'un milliard, de milliards, de milliards d'atomes. Chacun de ces atomes a une dimension vibratoire. Donc cette dimension vibratoire nous amène à sortir un petit peu des conséquences d'un matérialisme où on est territorialisé un corps, bah, il agit à distance. Ensuite, une molécule, bah, sa définition élémentaire, c'est un assemblage d'atomes, les plus simples, l'oxygène, l'hydrogène, c'est deux atomes. Donc le monde moléculaire a cette double dimension. Puis les molécules s'organisent pour donner des tissus, et avant les tissus, les cellules, puis des organes, donc des organes aux tissus, des tissus aux cellules, des cellules aux molécules, des molécules aux atomes, et même les constituants des atomes, qu'on appelle la physique subatomique, il y a cette double dimension.
Alors le capitalisme, c'est une idéologie, et on voit bien que c'est contraire à la nature. D'ailleurs, avant la Révolution, les physiocrates avaient envisagé de prendre comme référence non pas la matière, mais prendre la nature, parce que la nature est généreuse. Et Quetelet, qui était un des fondateurs de ce mouvement qu'on appelait les physiocrates, a réfléchi sur cette notion, pourquoi prendre la matière et pas la nature, puisqu'elle est généreuse, elle nous donne plus qu'elle nous lui donnons. Alors, ce mouvement post-matérialiste est né. Voilà. Mais on peut, en restant encore un petit peu sur la matière, bien préciser que les siècles où le matérialisme a dominé, c'est pas quelque chose qui était infructueux. Au contraire, ça donnait un progrès énorme des sciences et des techniques sous une certaine perspective qui est très précieuse, mais qui a déséquilibré la vision globale de l'être dans le monde, dans ses rapports avec les autres et avec lui-même. Ah oui, oui, bien sûr, et ça a été bien adapté au 18e, 19e. Bon, ça a accompagné les révolutions industrielles, la première révolution industrielle qui était basée sur la combustion, la chaleur, etc. Mais ce n'est plus adapté au siècle actuel, au 21e siècle. Et quelle science est arrivée à cette conclusion? C'est la physique quantique, c'est le fleuron de la science occidentale Matérialiste. qui a sapé ses propres bases. Oui, oui. Oui, parce que on est redescendu à un niveau fondamental, irréductible, qui est l'atome. Et les gens à l'époque, à la fin du 19e, pensaient que à partir du moment où on a assis l'existence de l'atome, c'est Jean Perrin avec ses expériences sur le mouvement brownien, on pensait que la physique newtonienne allait être appliquée à l'infiniment petit. Et c'est là où on s'est rendu compte que il n'y avait pas de possibilité d'adapter strictement la physique classique à l'infiniment petit. De même, l'infiniment petit doit être corrigé pour être adapté à l'infiniment grand. Donc, effectivement, le matérialisme qui aboutissait à son summum, ramenait tout à l'atome, a sapé ses propres bases, comme tu le dis très justement. Alors, évidemment, la notion de matérialisme a fait son chemin, ça a été une étape, mais les neurosciences en particulier sont arrivées à la conclusion qu'on pouvait pas expliquer la conscience, par exemple, par une simple interaction de la matière, parce que effectivement, le postulat du matérialisme, c'est que tout s'explique par des interactions entre la matière. Alors qu'on soit dans un système solaire, une interaction entre les planètes, entre les galaxies, entre les molécules, entre les cellules ou les atomes ou les molécules, tout est ramené à une existence matérielle qui interagit. Or, c'est pas possible d'expliquer la conscience par une interaction entre les neurones par des impulsions électriques. Et Wilder Penfield, qui avait dirigé dès 1934 le prestigieux Institut de neurologie de Montréal, à la fin de sa carrière, a dit on ne peut pas expliquer la conscience, la mémoire, le raisonnement, l'esprit par une approche matérialiste. Donc la mèche a été allumée par les sciences du vivant qui ont commencé à sonner le glas d'un matérialisme. Alors effectivement, le matérialisme a été au bout de son évolution, c'est-à-dire tout centralisé. Or, la nature n'est pas centralisée. Si on relit le manifeste des physiocrates, c'est ce qu'ils reprochaient. La nature, elle refuse la centralisation. C'est une intelligence collective, une coopérativité que l'homme n'a pas mis en avant. Et je vais juste finir, puis après je te passe la parole, c'est qu'il y a un mouvement actuellement parmi les peuples dits traditionnels, qu'on appelle aussi racines, c'est la cosmogéocratie, c'est-à-dire ils ont pris conscience qu'il fallait allier les lois du cosmos et les lois de la Terre de façon à avoir une intelligence pour vivre les uns avec les autres qu'ils ont résumé en disant cosmogéocratie, c'est-à-dire que
il faut pas que l'homme impose ses lois à la nature, qu'il se coupe des lois naturelles, les lois du cosmos. Et donc il faut qu'il soit au carrefour des lois de l'infiniment grand et des lois de l'infiniment petit pour avoir la vie la plus intelligente possible. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui était assez étonnant, c'est de voir que ces idées-là, cette remise en cause du postulat matérialiste, qui est un postulat, c'est il y a un siècle. Hein, on arrive vraiment le congrès de Solvay, c'est 1121, je crois. Donc, on était sur un siècle, et un siècle plus tard, on est simplement à avoir réellement maintenant l'onde de choc qui commence à se développer de manière extrêmement forte et qui menace de renverser le vaisseau amiral du matérialisme. Et les tenants du vaisseau amiral qui cherchent à colmater toutes les brèches pour coûte que coûte garder l'ancien modèle matérialiste. Et ça, c'est quand même, moi, ça, quand j'étais adolescent ou à 20 ans, j'étais très étonné parce que les expériences d'Alain Aspect, par exemple, qui avaient prouvé par l'intrication quantique, moi je m'imaginais que 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, ça allait pénétrer dans irriguer toute la société et ça allait déjà lancer ce mouvement d'une nouvelle science. Et en fait, l'inertie est colossale puisqu'on se retrouve là 40 ans plus tard et que certains physiciens ont dit à l'époque que la science avait atteint ses limites conceptuelles et qu'elle devait changer, et ça n'arrive que maintenant. Voilà. Donc c'est quand même assez énorme de voir qu'on a ce décalage, cette inertie. Et en même temps, c'est une force de rappel qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement est très très puissant et qu'il y a cette ambition de reposer les bases remettre en cause l'unidimensionnalité qui est liée au matérialisme, de proposer des visions multidimensionnelles, post-matérialistes, et que simplement cette question-là, ontologique, va forcément irriguer, transformer notre rapport à notre identité, parce qu'on a créé notre identité sur le matérialisme. On le voit bien dans la société de consommation, c'est un pur produit du matérialisme. C'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est ce que Karl Marx avait compris. Enfin, voilà. Il avait compris que c'était une idéologie. Il y avait une espèce d'aliénation, de tout ramener à la matière et de faire en sorte que tout soit matériel. Alors, il y a aussi des chiffres qui ont été donnés par les astrophysiciens qui amènent à réfléchir. Pour un proton, alors je rappelle qu'un atome, c'est un mini-système solaire. Vous avez au centre de l'atome une sorte de soleil intraatomique qui est fait de 2 particules, le proton qui porte une charge positive et le neutron qui est neutre. Et autour de ce soleil intraatomique, qu'on appelle le noyau nucléaire, gravite ce qui serait l'équivalent d'une planète électron. Et donc pour un proton, il y a de l'ordre du milliard de photons. Donc de toute évidence, dans l'univers, la matière est rare et la lumière est abondante. Et sur Terre, on a complètement inversé. C'est-à-dire que on a pris comme idéologie le matérialisme, tout ramené à la matière. On a aussi utilisé et détourné de sa raison d'être le darwinisme. Le darwinisme a compris qu'il y avait un moteur dans l'évolution, c'est struggle for life. Et puis après, grâce à un anarchiste, un théoricien, Kropotkin, Darwin a admis que s'il n'y avait pas eu l'entraide, ça aurait pas marché, l'aventure du vivant, en particulier les mammifères. Mais les économistes qui étaient en recherche, puisque c'est une idéologie, il leur fallait un soubassement scientifique, ont compris qu'ils pouvaient utiliser le darwinisme, qui est devenu le darwinisme social, comme une arme pour justifier leur pouvoir centralisé, leur domination, etc. Donc c'est amusant de voir que Karl Marx avait demandé à Darwin de faire la préface du tome 1 du Capital, et qu'il a refusé parce qu'il voulait pas que sa théorie, qui était scientifique, naturaliste, soit utilisée par les économistes, et il avait bien raison. Donc pourquoi actuellement on revient sur le matérialisme? Parce que je pense que conceptuellement, intellectuellement, on voit bien les limites du matérialisme, puis économiquement aussi. Et puis aussi au niveau du choix civilisationnel, parce que et même disruptif, avec l'intelligence artificielle, là le matérialisme nous conduit vers une déshumanisation croissante. Elle est déjà là, mais on la voit pas
parce que on est tous dedans. Mais imaginons une société dans 2 siècles, 3 siècles qui nous regarde, mais ils étaient complètement déshumanisés, les gens à cette époque, c'est absolument dingue, les gens d'aujourd'hui. Et on nous prédit, si on va dans l'option transhumanisme, là, d'être un rouage de la grande machine systémique, et l'humanité n'existera plus. Oui, bien sûr. Donc, ça devient urgent. Oui, puisque on est en compétition avec la robotique, les ordinateurs, et on voit bien, il y a 2 auteurs de science-fiction emblématiques. Il y a Isaac Asimov, qui est un des représentants de la hard science-fiction. C'est un biochimiste, chimiste organicien de formation. Il a un peu enseigné à l'université. Lui pensait que les robots allaient être hissés au niveau humain. Et donc, c'est une métaphore ascendante. C'est ça, ouais. Et puis, de l'autre côté, Philippe Cadic, lui, pensait que les hommes allaient être rabaissés à l'état de robots, réduits à l'état de machines. Ce qui était le cas de certains intellectuels, notamment Thomas Huxley, qui disait que finalement, l'homme n'est qu'un robot conscient. Et Maquelot disait que l'homme, c'est un ordinateur fait de chair. Donc, il y a cette notion de réduire le vivant avec sa complexité à des algorithmes, c'est le mouvement de l'intelligence artificielle. Et puis il y a aussi le fait que l'Occident a voulu découper, pour paraphraser le discours de la méthode de Descartes, le problème en autant de parties qu'il se peut. Et j'ajouterais pour ne plus les voir. C'est pas dans le texte de Descartes, mais c'est ça. Et donc on a été jusqu'au summum du découpage à tel point que l'individu n'existe plus. C'est ce que Michel Foucault avait vu dans l'archéologie du savoir en disant, certes, à partir du XVIIIe siècle, la notion d'homme émerge dans les sciences, mais on a tellement découpé l'homme en organes, en tissus, en atomes, en molécules, qu'on ne voit plus l'homme dans sa totalité. Alors, dans cette ivresse du découpage, de la fragmentation, eh bien, on a fini par oublier l'homme différemment. Donc on peut dire qu'il faut déterritorialiser les savoirs, et le matérialisme a amené les disciplines à être enfermées dans leur vision du monde. Il faut pas oublier que la science veut une vision juste du monde, alors que c'est juste une vision. Exactement. Et Henri Laborie, que tu as connu comme moi il y a quelques décennies, parlait de la nécessité pour la société de créer des monotechniciens polyconceptualistes. Le polyconceptualiste était très important. Et on voit bien que cette science systémique ne s'est pas du tout répandue dans le grand public, et au contraire, tout a été fait pour qu'a priori, que ça puisse pas exister, parce que évidemment, quand on relie les connaissances, on va être capable d'avoir un jugement beaucoup plus pénétrant et beaucoup plus juste. Et a priori, ce n'est réservé qu'une toute petite minorité de contrôle sur les individus, et là ça pose aussi un problème assez important et urgent aujourd'hui. Donc on dégage les éléments qui nous amènent à parler de post-matérialisme. Déjà la physique quantique qui nous montre que la matière c'est 1/10 ou 1 millionième, le reste c'est du vide, plein de particules et d'antiparticules qui s'annihilent et donnent de la lumière. Donc c'est un vide lumineux, on va dire, et matériel. Elle nous montre que cette idéologie qui a tout centralisé pour tout contrôler, parce que effectivement, ce qu'on a oublié de dire, c'est que un des aspects du matérialisme, ça a été de reposer sur le déterminisme. C'était le paradigme à l'époque. Il y a un poète-graveur qui s'appelle William Blake, qui a eu cette phrase prophétique après la Révolution, on est quelques années après 1789, « Dieu nous protège du sommeil de Newton et de la pensée unique ». Donc il avait compris que le sommeil de Newton, c'est cette volonté presque paranoïque de tout contrôler, tout calculer, tout quantifier. Et puis la pensée unique, parce qu'il avait compris qu'à partir du moment où on imposait une discipline qui a l'avantage de calculer, quantifier, les autres disciplines plus qualitatives, la philosophie, allaient disparaître. Parce que Martin Heidegger a repris à sa façon en disant « on a remplacé la pensée méditante par la pensée calculante ». Alors, évidemment, comme toute aventure idéologique, à un moment donné, la vision matérialiste se heurte à des concepts qui ne peuvent pas expliquer, notamment la conscience,
On peut pas expliquer par une simple interaction matérielle ce qu'est la conscience. La notion d'unité aussi, on ne sait pas expliquer pourquoi on a ce sentiment d'unité, l'unité psychologique, et plein d'autres aspects que le strict matérialisme, souvent qui repose sur la physique classique, ne peut pas expliquer. Donc, comme toute idéologie, elle cherche à se défendre. C'est la différence entre une science qui a une certaine ouverture d'esprit, même s'il y a résistance, et une pensée idéologique qui est dogmatique. Donc on a plein j'allais dire, d'éléments qui nous amènent à reconsidérer le matérialisme. Déjà, les expériences de mort imminente, il y en a plus de 20 millions bien étudiées. Vous avez les lucidités terminales, où les gens qui ont une maladie d'Alzheimer retrouvent une lucidité alors que le cerveau est détruit. Les expériences de mort partagée, où une personne accompagne une personne qui va mourir, elle vit avec elle les étapes que vit cette personne qui est dans un état de conscience modifié, coma dépassé, mort clinique, alors qu'elle n'est pas du tout dans cet état. C'est structuré. Plus plein de choses que les gens vivent, c'est-à-dire cette notion de pouvoir se décorporer spontanément ou suite à un coma ou à une mort clinique. Donc la question qui se pose maintenant, et sérieusement, est-ce que la conscience est uniquement intraneuronale ou elle peut être extra-neuronale, ce que Jean-Jacques Charbonnier appelle la conscience analytique cognitive, qui est la conscience classique au sens où on l'entend, ou la conscience intuitive extra-neuronale. Donc on est en train d'extérioriser la conscience. Il y a même un mouvement avec Donald H. Hoffman, qui est un psychologue cognitiviste, qui a réuni une équipe pluridisciplinaire. Et lui, il nous propose que l'entité première, c'est la conscience. De cette conscience naît l'espace-temps. Et de l'espace-temps vont naître la matière, l'énergie, etc. Donc le processus est le même, mais en amont, c'est la conscience. Donc il y aura une conscience minimaliste dans l'univers. D'ailleurs, exactement. Voilà. Ce que montre la physique quantique par rapport à la physique classique, c'est que en physique classique, quand on fait une mesure, on perturbe le système par son instrumentation, mais celui qui fait la mesure ne joue en rien. En physique quantique, celui qui fait la mesure intervient également par sa conscience. C'est une notion qui a été introduite par Eugène Wigner. Et donc, on dit que la physique quantique est une physique participative. Et celui qui fait la mesure est un participant. Certes, il perturbe, comme en physique classique, son expérience par son instrumentation, mais également par sa conscience. Donc la conscience est au cœur de la physique quantique, puisque c'est un des grands mystères, comment on passe de multiplicité d'états possibles à un état. Alors on va illustrer ça. Imaginons qu'une particule peut être simultanément aux 4 points cardinaux, et quelqu'un fait une mesure. On va l'appeler Monsieur Nord. Alors, je sais pas s'il a perdu Nord, mais il va choisir la solution Nord, il va interagir avec elle et la ramener dans son temps. Et que sont devenues les solutions sud-est-ouest? Alors, on peut avoir une explication de facilité, c'est l'interprétation de Copenhague, elles ont été éliminées, ou bien on considère qu'elles sont dans des univers parallèles, où chaque fois, on trouve le même expérimentateur, mais dans un univers... Dans une infinité d'univers. Voilà, une infinité, ce qu'on appelle les multivers, qui sont assez à la mode. Dans le sillage des travaux du physicien Everett, c'est bien ça. Hugh Everett, c'est un physicien américain qui avait développé cette idée très rigoureuse d'ailleurs, c'est pas de la science-fiction, mais qui a été écartée. Donc on voit bien que les limites du matérialisme sont en train de craquer de partout. Il est en crise, on va dire, à la fois politique, géopolitique et économique. Et la question qui se pose, c'est quand on a une crise, comment l'accompagner et comment faire en sorte qu'on puisse proposer autre chose. Voilà, et que ça soit de la manière la plus douce possible, parce qu'on peut très bien... on a eu l'écroulement de l'URSS qui était une idéologie matérialiste. On a le capitalisme ou post-capitalisme qui est aussi une philosophie, une idéologie matérialiste. La première fois, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de destruction de l'humanité par l'effondrement du bloc de l'Est et de l'Union soviétique. Il faudrait pas qu'on ait cette fois-ci des difficultés beaucoup plus importantes avec l'effondrement
probable à venir du système de l'idéologie capitaliste, tout en sachant en même temps que actuellement il y a une démonstration de force énorme. On a un peu comme une supernova. Le système donne toutes ses forces pour encore briller, sauf qu'il est déjà mort, mais il le sait pas encore. Mais enfin, il y va et il peut détruire tout. C'est paradoxal. Donc le futur n'est pas écrit. Oui, c'est ce que dit le sociologue français Michel Maffezoli, c'est-à-dire que quand un régime totalitaire arrive à sa fin, à sa chute, il y a une explosion d'irrationalité, de sauvagerie, de barbarie, etc. Voilà. Alors tu citais les deux facettes du matérialisme, la dialectique matérialiste de l'ex-URSS et puis le capitalisme. Et on a eu un exemple à travers la cosmologie. Vous voyez, ça nous amène vers des perspectives un peu théoriques. Pour les Russes de l'époque, l'ex-URSS, c'était impensable d'envisager un univers qui avait connu un début, le Big Bang. Donc tous les scientifiques, mathématiciens, cosmologistes, physiciens, théoriciens, qui se sont intéressés à un commencement de l'univers suite aux travaux d'Einstein, ont été malmenés, voire éliminés. Et de la même façon, l'Allemagne nazie avait refusé cette notion parce que dans les deux cas, on pensait que on pouvait envisager un créateur de l'univers, c'est-à-dire qu'on revient à la vieille querelle du matérialisme scientifique, c'est-à-dire est-ce que la matière crée l'esprit ou l'esprit crée la matière. Et c'est pas une commutation anodine. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, bon, juste une petite aparté par rapport à ce qu'on a dit auparavant, c'est que cette vision du monde, cette idéologie du monde, elle conduit vraiment à deux univers tout à fait différents. Et quand on voit aujourd'hui le monde concentrationnaire animal, la manière dont on crée les plantes, et maintenant la volonté d'appliquer ces apartheids liés aux élevages animaux concentrationnaires aux humains, moi ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on se dit pour l'humain à qui le tour? Parce que là, il y a une logique extrêmement puissante et qui a sa propre cohérence et qui vient de ce profil idéologique matérialiste où l'humain c'est de la viande et l'être humain donc c'est une viande qui pense. Et c'est évidemment, faut sortir de cette illusion. Oui, c'est ce qu'avait dit Marguerite Yourcenar en disant on peut apprécier le degré de sophistication d'une société à la façon dont elle traite les animaux. Son évolution, d'une certaine façon, son évolution, sa conscience. Exactement. Donc là, ça nous montre que le nouveau paradigme qu'il faut appeler de notre vœu, un nouveau postulat, parce que par définition, de toute façon, le cerveau, il crée des histoires en permanence. Hein. Il veut créer un sens, il veut trouver un sens à tout ce qu'il peut appréhender avec ses capacités propres. Et donc, dans ces histoires, dans ces récits qui se racontent, la science elle-même est un récit, est une histoire. Alors bien mieux, bien structurée, bien beaucoup plus cohérente, analytique, tout ce qu'on veut. Mais c'est une histoire, faut jamais l'oublier. Le Big Bang, d'un certain point de vue, c'est une histoire. C'est un mythe. Bon, c'est un mythe. Bon, on peut vraiment aller très très loin, au lieu d'en faire un catéchisme, un dogme, une religion qu'on va diffuser comme si c'était vérité d'évangile. Mais je trouve qu'il y a une synchronicité parce que à une période où on remet en cause intellectuellement le fondement du matérialisme, il y a aussi un effondrement de la société actuellement. Et il y a peu de pays qui y échappent. Et on dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, mais dans toute transformation, il y a une espèce de mort symbolique ou de mort idéologique. Et on est pile poil dans dans ce moment. Et je dirais que ce qu'on vit, c'est une sorte de rituel de passage. C'est un terme qui est dû à Arnaud van Gennep, qui exprime le passage d'un individu qui va quitter le monde profane et aller vers le monde sacré. Alors, on dit qu'il y a différentes étapes, il y a 3 étapes. Il y a la séparation avec le monde profane. Puis ensuite, il y a une période qu'on appelle liminaire. C'est un entre-deux, pas très confortable. Et puis enfin, on renaît avec un nouveau statut dans la société où se fait cette transformation. Et donc, c'est un peu ce qu'on vit.
C'est-à-dire, on est en train de connaître la séparation et avec la société matérialiste. On est en train de rentrer dans cet espace liminaire entre les deux. Et puis ensuite, on va retrouver un nouveau statut. Alors, le propre d'une croyance, c'est qu'elle est chassée par une autre croyance. Alors, quelle nouvelle croyance il y aura? Mais en tous les cas, il y a une chaotisation qui est nécessaire. Et donc, quand on regarde les mythes fondamentaux, alors j'aime répéter cette réponse. Jean Cocteau a beaucoup utilisé le théâtre grec dans ses pièces, et un journaliste lui avait demandé pourquoi il avait donné une telle importance au théâtre grec. Il a répondu: je préfère les mythes à l'histoire, parce que les mythes, ce sont des choses présentées comme fausses qui s'avèrent vraies avec le temps, alors que l'histoire, ce sont des choses présentées comme vraies et qui, avec le temps, s'avèrent fausses. On va dire le mythe est un mensonge qui dit la vérité, l'histoire est une vérité qui se transforme en mensonge. Je crois que c'est ce qu'avait dit Cocteau pour l'art aussi. L'art est un mensonge qui dit la vérité, appliqué au cinéma aussi. Vraiment, c'est un mensonge qui dit la vérité. Exactement, et c'est très beau, parce que par définition, on se raconte toujours que des histoires. Et simplement, il faut être lucide par rapport aux histoires qu'on se raconte. Et l'intérêt, c'est de savoir aussi qui voit l'histoire en train de se raconter. Donc là, on arrive dans la métaphysique de l'être, à un niveau sous-jacent, plus profond. Qu'est-ce que la physique quantique peut nous apporter comme information dans cette période où on quitte le capitalisme qui était basé sur une dualité entre la matière et l'esprit, entre la matière et l'immatériel? Alors, Niels Bohr, un des pères fondateurs de la physique quantique, avait traduit cette dualité onde-corpuscule en disant que les opposés ne sont pas contradictoires mais deviennent complémentaires. C'est-à-dire que faut pas voir l'onde comme l'opposé de la matière ou la matière comme l'opposé de l'onde. Il faut les réunir. Et ce qui est intéressant dans la physique quantique, c'est qu'au lieu d'avoir une physique du ou, qui est une logique d'exclusion, qu'on résume souvent en la qualifiant de logique aristotélicienne, la physique quantique est une physique du et, de l'inclusion. Donc on voit bien qu'il faut réunir des territoires qui ont été séparés, les cultures qui ont été séparées. Il faut que le et l'emporte sur le ou, et on sort de la dualité pour aller vers la non-dualité, l'Advaita, voilà. La non-dualité constitutive de l'univers qui a déjà été énoncée par les grandes cultures, les grandes traditions spirituelles, métaphysiques de l'humanité, que l'Occident a jeté assez dédaigneusement de côté en disant, dans l'idéologie matérialiste, en disant c'est des foutaises, il y a que ce qu'on voit, ce qu'on croit, bon, comme saint Thomas en son temps, bon. Et là, on s'aperçoit qu'on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain, qu'au contraire, il faudrait pouvoir prendre au sérieux toutes les enseignements de ces sagesses immémoriales, de ces réflexions d'humains au fil des générations, qui ont constitué des cultures et des sagesses très profondes, et qui aujourd'hui semblent manquer dans notre monde en quête de repères et en grand péril. Oui, d'ailleurs, ce qui avait frappé les pères fondateurs de la physique quantique, c'était que la logique qui sous-tend la physique quantique, ils l'ont retrouvée à travers les écrits de l'Inde. Donc Schrödinger s'était penché sur les écrits hindouistes. Vous avez également Niels Bohr qui s'est intéressé au Tao. Et d'une façon générale, Werner Heisenberg était intéressé par la pensée grecque qui mettait en avant par certains de ses aspects la non-dualité aussi, entre le monde visible et le monde invisible. Donc on retrouve beaucoup de choses. Donc c'est vrai que l'occidentalisme, puisque ça a été une illusion, a eu tendance à écarter tout ce qui ne correspondait pas à sa vision du monde. Et elle a imposé sa vision du monde par une sorte de triomphe, on va dire, matérialiste, économique. Et effectivement, on est dans une période où tout ça est en train de s'effondrer. Donc c'est un appel aux cultures traditionnelles à reprendre confiance en leurs fondements. On pourrait ajouter que dans toutes les cultures traditionnelles, il y a un monde invisible qui coexiste avec un monde visible. Donc, on l'a écarté parce que tout ce qui n'est pas visible est spéculatif à éliminer.
La question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a la prétention... N'est pas mesurable. Voilà, donc, pas reproductible. Mais tout ça, c'est un mythe, parce qu'il n'y a pas deux appareils identiques dans les laboratoires. La reproductibilité est un mythe. Exactement. Une approximation. Voilà. Il n'y a aucune expérience qui peut être identique, parce que par définition, dans la danse des protons, des neutrons, des atomes, tout change en permanence. Il n'y a pas un grain de sable qui est identique à un autre, et donc les sciences dites exactes, en fait, c'est une approximation. Il n'y a aucune science véritablement exacte, même s'il y a des calculs qui sont au niveau de la mathématique, je ne sais pas, parce que là, on n'est plus dans le... Il faut pas confondre mathématiques et physique. C'est un langage qui nous permet de comprendre, mais souvent, les mathématiques ont introduit des concepts que la nature ne met pas en œuvre, si je puis dire. Le premier à avoir considéré que le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique, c'est Galilée. Il dit que son langage est fait de cercles et autres figures sans lesquelles il serait impossible de comprendre la moindre des choses et sans lesquelles on avancerait dans un labyrinthe obscur. Voilà. Donc, et Richard Feynman disait les mathématiques, c'est pas le triomphe de la pensée humaine, c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Voilà, c'est une sorte de langage plus ou moins compris et qui existe. Et Gödel nous a montré qu'il n'y avait pas de... Voilà, Gödel en 1931 a développé le théorème d'incomplétude en montrant que aucun système, aussi logique soit-il, ou un système sémantique, ne peut prétendre ne pas contenir de propositions contradictoires. Donc la mathématique, si on veut être noble, ne peut pas prétendre avoir l'avantage sur les autres disciplines d'avoir que des propositions vraies. Il y aura forcément. Donc c'est un appel à l'intuition. Finalement, ce qu'on peut pas démontrer analytiquement, on peut le ressentir intuitivement. D'accord. Donc, puisque maintenant, là, on a un petit peu exploré donc cette première partie en détail par rapport au matérialisme et au post-matérialisme, on pourrait peut-être passer maintenant. On parlait quelques mots déjà tout à l'heure de l'initiation, de ce qui peut être demandé à chaque être humain aujourd'hui pour répondre aux défis des temps actuels et pouvoir en faire quelque chose de positif pour lui et pour les autres. Je crois que la première chose, c'est se positionner. C'est ce qui me vient. C'est-à-dire que je vais reprendre une phrase qui avait choqué les gens après la Seconde Guerre mondiale. Le philosophe Jean-Paul Sartre avait eu cette formule mal comprise: on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que sous l'occupation, on devait se positionner, être un collaborateur, actif, passif, être un résistant, être neutre. On était dans l'obligation de se positionner. Là, les grands enjeux, c'est de retrouver notre humaine nature, je dirais, être en conformité avec ce que notre âme veut. Et je crois pas que pour beaucoup de gens, l'idée d'être transformé en cyborg soit voulue par leur âme. Voilà. En même temps, l'âme, tu vois, quand j'avais 20 ans, je ne croyais pas à l'âme. Maintenant, j'ai changé d'avis. Bon. Donc, il faudrait peut-être que tu définisses un petit peu ce que tu comprends par le terme d'âme, notamment parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes encore qui n'y croient absolument pas, qui sont certainement majoritaires en Occident. Oui. Alors, comment on pourrait définir? On a en nous une sorte d'intrication, je vais le définir en termes quantiques, qui nous amène à être conforme avec ce qu'on pourrait appeler le principe créateur. Et donc, c'est immortel puisqu'on ne peut pas détruire l'énergie. Et donc, si on prend un individu, il était fait pour aller dans une direction. C'est comme si c'est prévu, quoi. Et tout le monde a fait cette expérience. Quand on est dans la direction de son âme, les choses sont faciles. Et quand on est en dehors, les choses sont beaucoup plus difficiles. Alors, on n'est pas encore à une période où on peut, comment dirais-je, prouver l'existence de l'âme, mais c'est quelque chose qui est ressenti. C'est un petit peu, je dirais, on peut pas prouver que Dieu existe, mais on peut pas prouver non plus qu'il n'existe pas. Des gens très savants se sont cassés les dents. Mais c'est dans l'éprouver plus que dans la preuve qu'on se rapproche du divin. Donc c'est la même chose pour l'âme. Mais moi, intuitivement, c'est mon intime conviction, il y a quelque chose en moi qui m'amène
à rectifier en permanence ma trajectoire parce que je sens que si je vais dans cette direction, je mets en péril peut-être ma vie, mon identité, mais ma propre espèce. Oui, mais dans la philosophie bouddhisme, par exemple, tu n'as pas d'âme, tu n'as pas ce concept-là, n'existe pas. Donc est-ce que la réalité n'existe pas? De manière anthropologique, forcément, il y a, Bah, ils pensent qu'il existe quand même une sorte de guidance, quelque chose qui nous dépasse. le vide et la forme, c'est bien, hein. Ouais, bah après on est dans le Tao, etc. Mais dans le Tao, il y a une espèce d'intelligence supérieure, puisqu'on dit que l'homme suit la voie de la terre suit les voies du ciel, le ciel suit les voies de la voie, et le Tao suit sa propre voie. Le Tao n'agit jamais, mais rien ne se fait sans lui. Donc il y a une espèce d'intelligence mystérieuse qui est là pour guider. C'est le noyau vide de la roue qui tourne et les événements qui se succèdent pour chacun d'entre nous à l'extériorité de la roue et le centre qui est toujours immobile, qui ne se passe rien et un cercle dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Oui, Jean Cocteau, il sera à l'honneur dans cet entretien, disait le centre de la roue, c'est là où la roue dort sur elle-même. Voilà. Voilà. Donc après, quand on fait un peu de l'anthropologie comparée, c'est-à-dire comment d'autres civilisations envisagent la vie, l'univers, on s'aperçoit qu'il y a cette notion de guidance, qu'il y a une espèce de direction qui nous est proposée. Même Darwin était arrivé à cette conclusion parce qu'il disait quand on voit des animaux qui ont un système nerveux très précaire, très simple, on a l'impression que s'ils ne peuvent pas penser, la nature a pensé pour eux. C'est-à-dire il y a une espèce de méta-intelligence, comme on pourrait introduire une méta-conscience ou une méta-guidance qui amène les organismes vivants, et l'homme n'y échappe pas, à avoir une espèce de direction, de guidance. D'accord, mais le mot âme est très judéo-chrétien, est très inscrit dans une tradition qui ramène à des formes anciennes et il s'agit au niveau d'aujourd'hui de l'universalisme et de ce saut au niveau de la planète, d'une élévation de conscience, peut-être à changer de terme, je sais pas, mais Saint Thomas d'Aquin l'appelait la matrice structurante. Voilà. Matrice structurante, oui, c'est peut-être. Voilà, c'était comme ça qu'on l'appelait, et Aristote aussi avait cette notion de matrice structurante, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette matrice structurante, la forme n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'explication à la forme. Le matérialiste, parmi ses lacunes, n'a pas pu expliquer pourquoi un objet a telle forme. Donc, matrice structurante, ça pourrait remplacer le terme d'âme. C'est une proposition. Oui, oui, tout à fait, d'accord. Bon, alors, au niveau maintenant individuel, donc pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour retrouver son âme, on pourrait dire? Retrouver sa guidance, son âme, ce que cette intelligence supérieure qu'évoquait Albert Einstein nous demande. Dans une métaphysique de l'être. Voilà, une métaphysique de l'être, c'est-à-dire mieux se comprendre. On dit souvent si on prend quelque chose qui est strictement occidental, avoir de l'empathie pour soi, c'est avoir de l'empathie pour les autres. Avoir de l'empathie pour les autres, c'est avoir de l'empathie pour soi. C'est-à-dire se voir tel qu'on est. Ça avait été évoqué par Carl Gustav Jung. Voir ces zones d'ombre, voir tous les ravages qu'ont pu faire ce formatage culturel auquel on a été soumis depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je crois aussi qu'il faut prendre conscience de l'enfermement de notre culture occidentale dans la pensée complexe. Le 7e point, c'est il faut réintroduire le connaissant dans la connaissance. Je dirais il faut réintroduire la conscience dans la connaissance et il faut voir les limites d'une pensée occidentale. Toute pensée a ses limites. Puisque si on est dans la logique du « et », on va dire que la pensée traditionnelle complète la pensée moderne, mais la pensée moderne complète la pensée traditionnelle. C'est ça. Sinon, on est encore dans la dualité et dans la compétition des savoirs. Et puis, je pense qu'il faut véritablement se recentrer sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain.
Est-ce que c'est quelqu'un qui paye ses impôts? Est-ce que c'est quelqu'un qui achète ses tickets de métro pour être en toute légalité dans les transports? Ou c'est quelqu'un qui a compris que l'être humain, par définition, c'est un animal qui communique, qui ressent, qui aime une intelligence collective? On nous a privés de ça aussi. Oui, en lien justement avec une verticalité, avec une dérive profonde, un ancrage et une capacité donc à sublimer sa condition d'animal. Bah, je dirais que quand on regarde la naissance de la pensée occidentale, finalement l'expression le miracle grec est à reconsidérer parce que c'est une expression qui est due à Ernest Renan. En fin de compte, le miracle grec, c'est aussi le miracle égyptien. Il faut pas l'oublier. Donc nous sommes issus d'une culture égypto-gréco-latine, judéo-chrétienne. Donc ça permet aussi de réunir les différents endroits où la connaissance est née. On est revenu sur la métaphysique. C'est la pensée grecque repose, les questions qui sont posées, l'arché, l'origine, l'infini, Apeiron, enfin toutes ces notions, l'aletheia, ce qui est vrai, ce qui ne peut pas être contredit, voilà. Et puis les valeurs de chaque être humain. Il faut revenir à ça. Le confucianisme, pardon, avait mis aussi en avant ces valeurs, quoi, les valeurs de fidélité, d'engagement, de comprendre que notre individualité doit être considérée dans un ensemble et non pas séparée des autres. Enfin, c'est toutes ces valeurs qu'on redécouvre finalement. Et j'ai envie de citer Karl Jasper, qui est un philosophe allemand, qui a été impliqué dans la naissance de l'existentialisme, a écrit un ouvrage qui s'appelle Orientation et sens de l'histoire, et il constate que 1000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu ce qu'il appelle l'ère axiale. C'est-à-dire, on voit bien, tu as fait le geste, il y a un axe horizontal, et puis il y a un axe vertical. Et quand on regarde, vont naître en Inde le bouddhisme, vont naître le védantisme. Avant, oui. Voilà, avant, toute cette période. Le jaïnisme, vont naître aussi les grands sages grecs. Vous avez le confucianisme et le taoïsme, Zoroastre en Perse, et puis plus tard les prophètes juifs, et puis après il va y avoir les religions monothéistes. Et tout ça c'est fait sur une période qu'il appelle l'ère axiale. Et je pense qu'on est en train de revivre une nouvelle ère axiale, parce que on est en train d'abandonner l'idéologie fondamentale de l'Occident, tout ramener à la matière, qui s'écroule complètement. Donc effectivement, ça veut dire que ça nous oblige à faire un examen de toutes nos croyances, de toutes nos pensées même quasiment, pour pouvoir reprendre tout à la base. Il y a un immense travail de reprise à zéro de tous les fondamentaux qui paraissaient acquis, qui paraissaient solides, qui se révèlent en fait complètement rongés par les mythes et voire illusoires, complètement illusoires. C'est un peu quand on revient au discours de la méthode, ce que nous dit Descartes: pour atteindre la vérité, dit-il, il faut au moins une fois dans sa vie se pencher sur nos connaissances de base et reconstruire à nouveau tout le système de connaissances. Voilà, c'est ce qu'il appelle la tabula rasa. Et donc, il faut revenir sur le temps. Est-ce que le temps, il est unique, avec une flèche au bout à écoulement unidirectionnel et uniforme? C'est quoi la matière? On a parlé plus dans cet entretien du post-matérialisme. On est en train de revenir sur le concept de matière tel qu'on l'a connu en Occident, l'énergie, et tout ça est en train... Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la conscience et l'identité dont on parlait tout à l'heure, et l'identité moi, c'est-à-dire l'ego. Je pense, je suis moi. Donc quelque part, il y a l'être, évidemment, on en a parlé au tout début, et il y a la pensée moi. Les savants, les philosophes, mais surtout les scientifiques matérialistes ont cherché où est-ce qu'est l'ego, où est-ce qu'est le moi. Ils ont cherché partout,
Nulle part, évidemment. Il n'y a aucune fonction corticale supérieure qui coordonne toutes les aptitudes cognitives et qu'on peut appeler moi. Ça n'existe pas. Et donc, c'est une illusion. On a une impression de soi, mais qui est comme un petit moi qui s'est greffé sur le moi fondamental, qui est beaucoup plus ouvert sur le cosmos, sur les autres, sur soi-même, enfin qui n'a pas de temps, qui n'a pas de distance, et a créé cette petite personnalité auquel, avec toute la machinerie cognitive, on s'identifie, et à partir de là, on crée des séparations, des divisions entre les êtres, les choses, et on a la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Oui, oui. Alors, on peut dire que ce soit la biologie ou la physique, la vie ne réside pas, la vie matérielle, uniquement en termes d'objets, mais plutôt dans les liens qu'ils établissent entre eux. La vie ne réside pas dans les molécules ou les cellules, mais plutôt dans les interactions que ces entités établissent entre eux. Et pareil pour les propriétés physiques d'un matériau, ça se résume pas à des atomes et des molécules, mais plutôt dans les interactions qu'ils établissent entre eux. Et l'humanité, qu'est-ce que c'est si ce n'est des individus qui interagissent entre eux? Donc on est rentré dans une phase d'individualisation et presque d'inconfort d'aller à l'intérieur de soi. Je pense à cette écrivain Alice Lispector qui disait « À peine rentré en moi que je veux déjà en sortir prise de panique ». C'est-à-dire que rentrer en soi, c'est devenu inconfortable. Alors il y a une période où on invitait, je pense, à l'Inde à rentrer en soi et il y avait un plaisir d'être à l'intérieur de soi. Maintenant, il y a un plaisir à être à l'extérieur de soi. Mais il y a aussi toute la société qui est construite pour cette extériorité des individus. Parlons des médias. Les médias à ce niveau-là ont un rôle colossal, mais il n'y a pas que les médias, il y a aussi les normes, la multiplication, la complexité des normes qui rend impossible le dégagement de temps pour se centrer et pour être dans sa profondeur de soi. Donc il faut lutter aussi contre des agressions qui nous viennent de toutes parts aujourd'hui et qui vont au sens inverse de ce dépassement du matérialisme. Oui, on résume souvent en disant on perd sa vie à vouloir la gagner, quoi. C'est-à-dire au sens pécunier du terme. Oui, oui, tout à fait. Marc Auger, qui est un anthropologue qui nous a quittés il y a 1 ou 2 ans, il avait introduit le stade de l'écran. Il disait que c'est pas le stade du miroir qui est dû à Henri Vallon, qui a été repris par Jacques Lacan, où un enfant, quand il voit son image sur un miroir, comprend qu'il y a lui et l'image, et il comprend qu'il n'y a pas un tout fusionnel. Le stade de l'écran, c'est vouloir absolument s'éviter en rentrant dans la télé et se faire envahir par les images de façon à ne pas descendre en soi, voilà, comme disait Alice Lispector. Donc il y a un ensemble, évidemment, comme il n'y a pas une cause, mais c'est un ensemble de causes. Et il faut bien, voilà. Et en fin de compte, ça pose une question fondamentale, puisque quand l'Allemagne a sombré dans le nazisme, une idéologie, Primo Levi, qui avait fait les camps, qui est l'écrivain bien connu, s'est posé la question, c'est quoi un nazi? Et il a donné cette définition, c'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. Donc effectivement, ne perdons pas notre principe de résistance, retournons à l'intérieur de chez nous et regoutons au plaisir d'être humain, y compris ce qui fait la valeur humaine, c'est sa courte durée, sa fragilité, son éphémérité. Et en même temps, la résistance, elle doit s'opérer au niveau phénoménal. Et par contre, au niveau vertical, ce qui se passe par définition, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Puisque par définition, si on veut qu'il y ait un saut de conscience de l'humanité, il faut qu'il y ait une pression suffisante pour qu'on quitte l'état confortable, la zone de confort d'avant. Et là, aujourd'hui, on rentre dans cette période-là où des multitudes de personnes, c'est au niveau civilisationnel, vont quitter leur zone de confort pour soit une issue heureuse, soit une issue qui le sera moins. Mais c'est aussi positif ça fait partie de l'évolution de l'humanité et des défis qui lui sont posés. Je sais pas si tu vois ça. Ah oui, tout à fait. Et si on pense en termes systémiques, je me disais, si il y avait un métasystème qui voulait faire évoluer l'homme, comment s'y prendrait-il? Il faut l'amener au bord du gouffre. Et à ce moment-là, il y a un sursaut. Alors ça me fait penser à une
une anecdote, je sais pas, il y a 30 ans, j'avais fait une croisière avec trois copains. Et puis à un moment donné, on est au milieu de la mer est agitée, et on se dit on va peut-être y passer. Et parmi les trois, il y en avait un qui s'était manifesté ouvertement comme athée. C'était presque sa fierté. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il était dans le cockpit en train de prier. C'est-à-dire que quand on arrive à des moments extrêmes, ben, il y a un mouvement naturel, comme les alliages à mémoire de forme, qui nous amène à retrouver cet axe vertical. Staline, avant de mourir, il a maudit le ciel, hein, tu sais bien. Donc pour lui, il était bien endurci, il avait de la résistance. Voilà. Mais pour beaucoup de gens, on voit ça dans les phases par lesquelles on passe quand on nous annonce qu'on va mourir et que c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est concret. Il y a avant d'arriver à l'acceptation de la mort, il y a des phases de rébellion, mais dans la dernière phase, on l'accepte, la phase d'acceptation. On passe par le déni, la rage, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Le déni parce qu'on n'y croit pas, c'est abstrait. La rage, pourquoi moi je vais mourir et les autres vont rester en vie. Le marchandage serait très prêt à donner n'importe quoi, toute ma fortune pour rester en vie. Puis après, si ça marche pas, il y a la dépression. Et puis à la fin, il y a l'acceptation. Donc, en termes de métasystémique, je me dis c'est bien fait parce qu'effectivement, il fallait amener l'humanité qui s'était réfugiée dans un confort matériel à sortir de ce confort. Donc, ça explique ce qu'on vit pour l'amener à bouger de sa zone de confort. Et il fallait détruire pour reconstruire. En même temps, il faut se dire que là, l'hypothèse que tu formules, qui est intéressante, qui est pertinente, c'est aussi une histoire qu'on se raconte parmi d'autres histoires possibles, mais on peut choisir cette histoire-là qui donne sens et qui donne de la force pour les actions à poser pour la suite de nos itinéraires. Il faut aimer son destin. Il faut peut-être encore plus avoir un principe de résistance et vraiment se positionner sur les grands enjeux qui nous sont proposés, puisque nous avons deux voies. Vous avez la voie transhumaniste, vous avez la voie où l'individu garde son humaine nature. Sinon, effectivement, la voie transhumaine, au fur et à mesure, on va perdre notre nature. Et que l'humain se développe en technologie intérieure. C'est ça. Donc en éco-conscience. Le terme est lâché en éco-conscience, c'est-à-dire les liens constitutifs qui réunissent. Les sociétés traditionnelles sont en permanence dans 3 ou 4 équilibres. Vous voyez pourquoi je dis 3 ou 4. Alors, on n'atteint jamais un équilibre, on tend vers l'équilibre de soi à soi, l'équilibre de soi aux autres, l'équilibre de soi avec la nature et l'équilibre de soi avec le cosmos. Tout ça étant uniquement dans un univers visible, évidemment pour l'Occident. Pour les sociétés traditionnelles, à chacun de ces équilibres, on ajoute de soi à soi visible et invisible, de soi aux autres visible et invisible, de soi avec la nature visible et invisible, de soi avec le cosmos visible et invisible. Alors, l'ordre par lequel on déploie ces équilibres va du singulier en Occident vers le collectif et vers l'universel. Pour les sociétés traditionnelles, le plus important, c'est l'équilibre de soi avec l'univers visible et invisible qui entraîne immanquablement la mise en place des 3 autres. En gros, si vous avez réussi à arrimer avec l'équilibre avec l'univers visible et invisible, les autres s'ajustent. Ce qui s'est passé en Occident, c'est que on s'est dérelié et on est resté scotché, bloqué à l'équilibre de soi à soi. Alors, le raisonnement était le suivant. Si je vais mieux avec moi-même, je vais mieux relationner avec les autres. La nature, il y a les écologistes. On voit ce que ça a donné. Dans des cases. Dans des cases. Et puis, le cosmos, il y a des astrophysiciens, comme disait Jean Rostand, les seuls poètes rémunérés par l'État. Donc, voilà où on en est. Donc, c'était vrai à une époque, ça l'est plus maintenant. Oui. L'histoire de Jean-Pierre Petit on donne un exemple frappant qui nous ramène au XVIIe siècle, on va dire. C'est intéressant parce que ça soit tous les modèles intéressants, sans le dire, il y a un retour à la métaphysique.
Dans le modèle Janus, on revient sur la structure de l'univers, on se pose la question sur l'instant primordial. Et c'est tout ce que l'Occident ne veut pas. C'est comme si on avait fait un jeu de construction avec des paramètres métaphysiques qui ont été changés à partir de l'Égypte, puis de la Grèce, et puis au fur et à mesure, ça s'est durci, ça s'est profanisé, ça s'est sécularisé, et on veut pas remettre en cause non seulement l'édifice supérieur, mais aussi la base. Et c'est assez intéressant puisque il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Irmé Lakatos, qui définit le programme scientifique ainsi. Il y a un noyau dur, et qu'il appelle l'heuristique négative, qui est généralement basée sur les paramètres métaphysiques. Par exemple, la physique repose sur la notion d'atome et de molécule. Si vous niez atome et molécule, vous aurez du mal à être accepté par cette discipline. Puis après, il y a une heuristique positive qui évolue au gré des nouvelles découvertes. Mais c'est beaucoup plus facile de faire évoluer l'heuristique positive que l'heuristique négative, le noyau dur. Et donc l'Occident est en train de se camper sur ses positions, et on arrive à des paradoxes que certains appellent les rationnels bêtes et bornés, les RBB. C'est-à-dire qu'à un moment donné, devant l'évidence que le modèle ne marche plus, on cherche à tout prix à maintenir le modèle, même dans une forme de déni illusoire. Tout à fait. Et si on revient au niveau individuel pour les individus, pour ce processus, selon Jung, d'individuation, ce processus d'initiation, c'est un processus qui nécessite réellement un investissement fort et de s'exercer jour après jour sur ses comportements pour pouvoir, enfin voilà, il faut mouiller sa chemise, hein, et pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette société. On est une société. Tarkovsky disait en 87 déjà, donc il y a presque une quarantaine d'années, qu'en Occident nous nous vautrions comme des abeilles dans la matérialité, nous nous vautrions dans la matérialité comme des abeilles dans le miel. Et aujourd'hui, il faut se dégager du miel. Et c'est pas facile pour ensuite être capable collectivement de retrouver le goût de l'effort individuel en fonction de manière solidaire et de mettre en place une évolution favorable à l'individuation. Oui, ça me... il y a plus de 20 ans, j'avais fait un dialogue avec Eder Morin, Oui. d'ailleurs que tu avais filmé, et à un moment donné, s'est posé la question de l'échec des révolutions. Et les évolutions ont échoué parce qu'il n'y a pas eu ce travail individuel. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a changé les structures extérieures, l'ex-URSS n'a pas amené ses citoyens à travailler sur eux, et on leur a imposé une structure différente. De même, la révolution a imposé des structures différentes sans qu'il y ait un travail individuel. Donc là, on est obligé de le faire. Voilà, c'est la grande nouveauté. Donc on a l'obligation de faire un travail sur soi, une révolution intérieure, j'allais dire, pour qu'il y ait une révolution extérieure qui soit viable, si vous voulez. Sinon... Mais pourtant, je me fais l'avocat du diable, tu as vu, le développement personnel, depuis 30 ans, 20 ans, ça n'arrête pas, et même les entreprises utilisent ce concept-là pour rendre le développement personnel n'est pas un développement spirituel. Voilà, c'est plus un développement impersonnel qu'il faudrait pouvoir mettre en place pour faire en sorte qu'on échappe à l'emprise du profit, de la marchandise et des ressources humaines considérées comme des ressources matérielles. Fiable. Voilà, c'est le biopiratage. Il y a le concept de biopiratage, c'est-à-dire qu'on s'autorise à piller la nature, les plantes, etc. Et maintenant, mais la question c'était quel développement personnel, selon toi, il faut pouvoir ou impersonnel ou autre ou spirituel mettre en place pour réellement échapper au modèle matérialiste dans ces convulsions actuelles. Déjà, la première chose, c'est comme on fait quand on travaille un travail sur soi, on s'observe, on regarde ses travers, on regarde les programmations, et puis c'est remettre du spirituel dans sa vie. Est-ce qu'on est là par hasard? Le gros problème que je vois, moi, dans les gens qui viennent me consulter, c'est une quête de sens qui ne trouve plus. Le cadre ne trouve plus de satisfaction dans la société dans laquelle il vit. Alors, l'avantage de l'Inde, c'est que on considère que la spiritualité, c'est un véhicule. Ce qui compte, c'est que le véhicule nous amène au sommet de la montagne. Donc, si vous êtes né chrétien, vous avez un premier véhicule, mais vous pouvez ajouter à ce véhicule un véhicule
musulmans, hindouistes, etc. Et, peu importe, puisque le but, c'est que le véhicule, quel qu'il soit, vous amène au sommet de la montagne. Voilà, mais comment ne pas retomber dans les dogmes? Parce que on sait bien, toutes les religions, elles ont un aspect dogmatique, enfin plus ou moins selon les religions, mais qui a une partie peut-être émancipatrice dans le noyau commun, qui est certainement l'unité qui ramène au vide dont on a parlé tout à l'heure, qu'on peut traduire en Occident par le terme d'amour, qui mériterait d'être défini, mais comment éviter ces dogmatisations qui fait qu'après il y a des chapelles et puis que les gens vont se mettre dessus. Bah, déjà, je pense qu'il y a un travail pédagogique à essayer de redéfinir ce que sont les lois de la nature. La coopérativité, par exemple, c'est une loi incontournable, qu'on soit dans le domaine de la physique ou du vivant. Il y a toujours la coopérativité. Alors, je vais prendre un exemple. Nous respirons grâce à une protéine qui s'appelle l'hémoglobine, et cette protéine est capable de fixer 4 molécules d'oxygène. Lorsqu'une première molécule d'oxygène se fixe, ça accélère la fixation de la deuxième. Les deux fixés accélèrent la fixation de la troisième, et les trois fixés accélèrent encore plus la fixation de la quatrième. Donc il y a une accélération du processus en fonction du passé. Et vous retrouvez la même chose quand on passe, si on prend l'eau, de l'état liquide à l'état de vapeur. Au départ, vous avez des petits domaines de gaz qui coexistent avec une majorité de liquide, qu'on appelle des clusters. Et puis au fur et à mesure que la température augmente, il y en a de plus en plus et de plus en plus gros. Puis au bout d'un moment, ils fusionnent tous pour transformer l'eau à l'état de vapeur. C'est ce qu'on appelle une transition de phase. C'est ce que nous vivons. Donc il faut retrouver cette loi de coopérativité. Il faut faire un travail personnel. Ce que disait Élisée Reclus, un des théoriciens de l'anarchie, géographe, c'est que l'anarchie est la forme la plus évoluée de gouvernement, parce que chacun est responsable de lui-même sans dépendre d'un quelconque gouvernement. Voilà, donc c'est sur ce terrain-là que je voulais t'amener, parce que là on est sur une notion de souveraineté intérieure, et pour éviter l'écueil des dogmes religieux où on dit suivez les bulles pontificales, enfin bon, au 19e siècle, c'était une terreur, enfin bon, c'était l'infaillibilité pontificale pour des choses absolument incroyables, enfin bon, qui ont fini par ruiner même les sapements des dogmes catholiques. Bon, pour éviter ça, il faut que chaque individu soit dans sa souveraineté intérieure, et comme tu dis, dans la solidarité horizontale et profonde, et en même temps soit capable de discerner le vrai du faux, même dans le secteur religieux. Et dans ce secteur-là, dans le spirituel en tout cas, et dans ce secteur-là, il a besoin d'avoir une distance, un recul, une capacité d'écoute intérieure, donc d'intuition, et pas simplement de travailler sur son pôle analytique, mais de savoir ce qui est juste à un moment donné, et de mettre le petit mental, le petit personnage qui galope toujours et qui fait plein de prévisions pour ne pas reproduire des expériences désagréables du passé, pour les éviter au futur, pour le mettre en stand-by, pour pouvoir vivre intensément l'instant présent dans sa belle profondeur, en reliance avec les autres. Oui, il faut retrouver de l'estime de soi, enfin, c'est un des éléments l'amour de soi aussi. Et d'amour de soi, c'est très important. C'est récemment, quand on demandait au Dalai Lama, quand vous êtes venu, quand le Dalai Lama a demandé à des lamas, qu'est-ce que vous avez trouvé surtout en Occident, et quelle est la spécificité pour vous de l'enseignant, les lamas qui enseignaient en Occident? Bon, ils ne s'aiment pas. La réponse des lamas, c'est de dire, les Occidentaux, ils ne s'aiment pas. Et le fait qu'ils s'aiment pas, eh ben, ça alimente encore plus cette productivité vers l'extérieur, toujours comme un sauteur qui voudrait sauter par-dessus son propre élan, et qui fait qu'à un moment donné, la chute est inévitable et elle est redoutable. Ça me rappelle un jour avec Jean-Marie Peltz, on a essayé de remonter le moral de Théodore Monod qui est arrivé à la fin de sa vie. Il était dépressif parce qu'il disait que l'humanité avait raté le rendez-vous avec l'amour. Il disait pourquoi il y a autant
de romans, on parle d'amour, de chansons, de films. C'est le thème numéro un. C'est parce qu'on ne l'a pas incarné. Quand on a incarné une chose, on en parle moins. On en parle moins. Le bonheur est sans histoire. Voilà. Et il y a un proverbe qui dit la haine des origines est l'origine de la haine. Donc effectivement, il y a un soubassement occidental qui est à épurer, si je peux dire, retrouver de l'estime de soi, l'estime de sa culture, et surtout éviter cette espèce d'uniformisation, parce que dans les conséquences du matérialisme, c'est uniformiser. Non. Et donc chaque individu a une singularité, quelque chose qui lui appartient en propre et qui n'appartient pas aux autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien ou plus que lui, mais il a un destin singulier. Et retrouver son destin singulier, aimer son destin, aimer son territoire, c'est tout l'enjeu, retrouver cette intelligence collective, coopérative, qui passe par une meilleure acceptation de soi. Exactement. Et ça nous amène peut-être, même si là, on pourrait encore parler longtemps dans cette partie-là, dans ce secteur-là, sur l'exercice sur soi. Mais si là, maintenant, on aborde la troisième partie, qui est de voir en quoi ce travail sur soi peut révolutionner, changer toute la société en éco-conscience. Comment tu vois les choses? Déjà, si on cesse d'attendre un État-providence ou un leader charismatique providentiel et qu'on reprenne sa vie en main, c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire, on est resté au stade de l'adolescence de la société. Comme un adolescent qui aurait du mal à prendre son envol, il a besoin de papa, de maman pour avoir sa chambre, pour avoir ses loisirs, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une réforme totale de la pédagogie. Je trouve anormal que dans une pédagogie, on n'aborde pas la gestion des émotions, qu'on n'aborde pas toutes ces choses qui sont réservées au domaine de la psychologie. Et encore, c'est pas vraiment ce qu'on enseigne en psychologie, hein. On enseigne le fonctionnement du cerveau, les mécanismes psychologiques, mais vraiment savoir gérer ses émotions, repactiser avec un amour, pas de l'émotionnel, mais un amour vrai de l'émotion, retrouver l'émerveillement vis-à-vis du monde. Je trouve que on a détourné l'émerveillement du monde vers l'émerveillement de la technologie. D'ailleurs, ça marche de moins en moins bien. Et le problème de la technologie, c'est qu'elle nous englobe dans son type de fonctionnement. Comme je dis souvent, le Kleenex, c'est bien, ça remplace le mouchoir, surtout quand on est enrhumé, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de mouchoirs. Mais le prix à payer, c'est que quand on sort du strict domaine du Kleenex, où on a l'homme jetable, de même le stylo jetable entraîne l'homme jetable. C'est ça. Donc les OGM animaux et végétaux ont entraîné la stérilisation. On a maintenant ce problème au niveau humain. Et puis la glorification des robots amène à robotiser l'homme. Justement. Ce qui est déjà le cas avec la révolution informatique, en nous obligeant à penser en binaire, en 0 ou en 1. Oui, tout à fait. Moi, j'avais vu des collègues qui étaient performants en informatique, mais ils avaient complètement épousé la logique de la machine. Ils pensaient comme la machine, mais le prix à payer, c'est qu'ils avaient perdu leur âme. C'est le moment de le dire. Et ils raisonnaient en binaire. Ils étaient plus dans la subtilité de l'humain. Donc la machine les a influencés. Et avec l'intelligence artificielle, évidemment, on aura une pression beaucoup plus grande d'aller dans cette direction, parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil absolument évidemment prodigieux, mais il faut que ça reste un outil et qu'il y ait un humain derrière. On est bien d'accord. Et puis accepter le rythme humain. Pierre Sansot, qui était anthropologue, a écrit un ouvrage qui s'appelle L'éloge de la lenteur. Parce que si on commence à réfléchir, on nous parle d'ordinateurs quantiques. En tous les cas, la circulation de l'information va aller de plus en plus vite. Donc, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km à la seconde. Supposons que l'information se propage à 100 000 km à la seconde. Et l'influx humain, c'est 100 mètres par seconde. Vous avez un rapport 1 million. Donc, est-ce que l'homme va accepter d'être écrasé par la technologie ? Donc, il faut qu'il reprenne les rênes d'une certaine lenteur, qui est son temps de réaction physiologique, ou au contraire, il sera dopé pour être hissé au niveau des robots. Et donc, on est dans la vision cadique, c'est-à-dire que l'homme
et comment dire, transformé en robot, même si le transhumain c'est une sorte d'infra-humain, hein, c'est-à-dire il est abaissé, l'homme augmenté, c'est l'homme abaissé. C'est un homme et un homme. Voilà. Et donc les paramètres métaphysiques sont toujours Paul Virilio a beaucoup insisté sur cette notion de temps, d'un temps de plus en plus rapide. Et très justement, quand on réfléchit, quand il y a des chocs collisionnels de plus en plus rapides, c'est l'explosion. Donc l'explosion de quoi? Peut-être la fin de l'humaine nature au profit d'un humain augmenté qui sera dopé pour être à la hauteur de l'intelligence artificielle et des robots. Donc là aussi, faut se positionner, voilà, l'éloge de la lenteur, c'est-à-dire vous voyez, quand on est dans un TGV qui va très plus vite, on voit plus le paysage. Accepter que ça soit un rythme humain. C'est ça. Et donc là, comment tu vois, donc là, en faisant cette troisième partie, comment on peut voir un monde qui choisit la bonne disruption, c'est-à-dire la technologie intérieure, et qui donc se retrouve ses racines, retrouve son ontologie de l'être, retrouve sa souveraineté. Comment peut-il s'organiser en société dans un, entre guillemets, nouveau monde à construire et qui soit une alternative viable au modèle transhumaniste qu'on nous proposera parce qu'il n'y a rien d'autre? J'ai envie de dire, c'est un retour à la fascination de l'humain plutôt qu'à la fascination de la technologie. C'est-à-dire, les jeunes générations sont fascinées par le dernier portable qui sort, l'ordinateur de plus en plus rapide. Il faut retrouver cet amour de l'être humain, mais au sens propre, qu'est-ce qui fait notre spécificité? Aristote disait la science consiste à passer d'étonnement en étonnement. On a passé le relais à l'étonnement technologique et plus à l'étonnement humain. Donc il y a tout un travail pédagogique sur les jeunes générations qui consiste à déterritorialiser les savoirs, à les faire dialoguer, puisque les disciplines, si elles ne dialoguent pas, sont des disciplines mortes. Il faut introduire la notion de spécialiste généraliste ou de généraliste spécialiste. C'est ce que disait Isaac Asimov. Il disait, certes, je ne suis pas au niveau du spécialiste, mais j'ai suffisamment de disciplines maîtrisées qui font que j'ai une vision beaucoup plus large que le spécialiste vis-à-vis duquel je suis moins performant. Mais j'ai suffisamment de compréhension pour rentrer dans son domaine avec les backgrounds qui existent. Et en même temps, s'il y a une compréhension intime que toute la réalité qui existe, elle part du vide, et que quelque part, on est tout ce avec quoi on relationne, et donc les autres êtres, d'un seul coup, il y a la construction d'une nouvelle réalité qui se fait automatiquement. Oui, assez curieusement, on revient à l'animisme, c'est-à-dire il y a un esprit à travers tous les êtres, inertes ou vivants. Et donc là aussi, il y a une critique à faire sur l'Occident, parce que si on prend par exemple les peuples dits traditionnels, ils n'ont pas cette classification des espèces. Par exemple, un animal, c'est les Jivaros. C'est quelqu'un qui est humain, mais qui se montre sous des habits animaux le jour, et il se présente sous ses habits humains dans les rêves. Voilà. Les choirs, voilà. C'est tout cet aspect-là. Donc, il y a tout un travail de Philippe Descola où il y a un continuum entre le monde minéral et l'homme chez les peuples traditionnels que on n'a pas, nous. On a vraiment découpé et on se sent au sommet de la création. Peut-être aussi de remettre en cause cette espèce de suprématie d'une intelligence abstraite. C'est-à-dire que est-ce que la voie de l'intelligence abstraite est la voie unique à suivre? Est-ce qu'il faut pas reprendre une voie plus intuitive? Voilà, c'est une remise en cause de la suprématie de l'homme. En tout cas, il y a un déséquilibre, entre les deux qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a l'intelligence analytique qui domine notre société et l'intelligence intuitive qui est très minorée. Il y a un rééquilibrage qui doit se faire pour une complémentarité des deux, et on va dire que c'est probablement l'intuitif qui va nous donner les idées de tout ce qu'on va pouvoir inventer, construire, tous les objets de
tout ce qu'on vit, de tout notre environnement, ils ont tous été inventés, ils ont été le fruit d'idées. Et ensuite, eh ben, évidemment, c'est l'intelligence analytique, le côté ingénierie, qui va construire, qui va mettre en action dans la matière et qui va retrouver cet ordre là, au lieu d'avoir un ordre inversé, être dans des politiques d'inversion qu'on voit à l'œuvre absolument partout dans nos sociétés aujourd'hui, c'est peut-être un signe de ce nouveau monde Ben, c'est un vieux indicateur qui nous annonce les prémices d'une transformation. Épictète disait, lorsque la chenille ressent les soubresauts de ce qui va l'amener à se transformer en papillon, elle a peur, mais en réalité, elle ignore qu'elle va se transformer en splendide papillon. Donc, ça veut dire, il y a plein de soubresauts actuellement qui nous indiquent que ça craque de partout. Voilà. Donc, il y a tout à refaire. Je trouve que le programme est immense et un petit peu comme après la Révolution, on a tout refondé, le droit, l'enseignement médical, l'enseignement universitaire, on a créé des grandes écoles, on a créé une nouvelle façon de relationner, on n'était plus des sujets du roi, on était des citoyens. Enfin, tout s'est mis en place dans une direction qui malheureusement n'a pas permis à chacun de trouver sa souveraineté. Mais en tous les cas, il y a tout à faire, que ce soit au niveau pédagogique, Oui. au niveau juridique, au niveau institutionnel, il y a tout à faire. C'est plutôt stimulant pour les jeunes générations, parce que j'aimerais bien avoir 20 ans de moins pour participer à cette reconstruction. 20 ans de moins, moi 40, j'aimerais bien. Laissons de parler. Voilà. Oui, bien entendu. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, les jeunes sont très souvent dans l'éco-anxiété, qui est martelée par les médias, et on sait bien souvent que c'est pas tout à fait bon. On va pas trop s'appesantir là-dessus. Et au contraire, il y a comme tu l'as dit, des raisons de s'émerveiller. Même moi, je sais que rien qu'aujourd'hui, là, quand je marchais dans la route, je voyais près du métro, on est à Paris. Bon, je voyais des gens qui marchaient. Je disais, mais c'est merveilleux qu'à partir du vide, on se retrouve avec ça, avec cette complexité absolument incroyable qui est un être humain, qui est un microcosme de l'univers et qui est à écouter, à admirer et non pas à cataloguer. Et le cinéma, d'ailleurs, on peut mettre en question le cinéma parce que le cinéma nous donne aussi des visions des individus et de leurs relations qui est en termes de représentation et qui est dans l'intelligence abstraite, dans l'intelligence logique et pas du tout dans l'intelligence intuitive. Au moins pour une part importante. Et qu'on est dans cette culture-là. Et qu'il faut pouvoir se dégager aussi de la culture de l'image pour retrouver la culture de la relation hors image. Et là, c'est un sacré programme aussi, puisqu'on est de plus en plus dans l'image tous azimuts. Oui, tout à fait. Le poète Rainer Maria Rilke disait « Le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place ». Le cinéma a joué le rôle d'ensemencement de notre imaginaire pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, pour le meilleur ou pour le pire. Et puis on a considéré que le cinéma hollywoodien, c'est une force de frappe géopolitique. C'est une façon d'amener les gens à faire une prophétie autoréalisée. Mais on a ensemencé à travers des films mythiques, Matrix et autres, le monde dans lequel on allait et qu'on voulait nous faire vivre longtemps avant son arrivée, comme il dit. Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour redevenir un enfant. Je pense que quand je regarde mon petit-fils, je suis émerveillé par sa fraîcheur devant le monde. Il peut s'émerveiller sur la forme d'un objet, une plante qui perce un bitume, etc. Il se pose des questions qui sont loin d'être naïves. Voilà. Donc il faut passer beaucoup de temps, tu dis, pour réapprendre à s'émerveiller. Pour redevenir un enfant, pour retrouver cet émerveillement. Ce que la science a perdu, parce que quand on regarde l'origine de la science, ça s'est fait dans des salons mondains. On était émerveillé devant le magnétisme, l'électricité. À l'époque, les gens considéraient que la science allait nous sauver de plein de problème. En fin de compte, elle a créé plus de problèmes qu'elle en a solutionné. Mais enfin, ça, c'est une autre problème. C'est la mauvaise utilisation de la science. Voilà, mais c'est toujours Janus. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est dans un monde où la technologie, un couteau, ça peut étaler
du beurre sur une biscotte et permettre à quelqu'un de satisfaire à sa faim, puis ça peut poignarder quelqu'un, donc ça sera toujours Janus. Tant que l'être humain ne change pas de l'intérieur, rien ne se peut se passer de positif à l'extérieur. Sans son conscience n'est que ruine de l'âme, et Jean Rostand disait la science a fait de nous des dieux avant que nous fussions devenus des dieux. Donc donner une technologie à un individu qui n'a pas la construction intérieure pour l'utiliser intelligemment, c'est prendre le risque de développer à travers des technologies confiées des catastrophes. Et quant à Jacques Prévert, il disait faut pas confier des allumettes aux intellectuels, ils risquent de mettre le feu. Voilà. Bon, est-ce que tu veux conclure? Je pense qu'on a fait le tour, à moins que tu veux rajouter encore quelque chose. Non, bon, on a fait le tour, on a essayé d'être un peu synthétique. Bien sûr, tout ce qu'on a dit pourrait être développé bien plus. Beaucoup plus. Peut-être qu'on le fera à partir de thématiques. Merci. Alors j'ai envie de conclure à la façon d'Octavio Paz, ce poète prix Nobel de littérature et théoricien de la littérature hors pair, qui disait « L'homme moderne a la prétention de penser les yeux ouverts, mais cette pensée éveillée nous a conduits dans les corridors d'un couloir sinueux où les miroirs de la raison multiplient les chambres de torture. En sortant, on se rendra peut-être compte que nous avons rêvé les yeux ouverts et que les rêves de la raison ont créé des cauchemars. Alors peut-être recommencerons-nous à rêver les yeux fermés. » D'accord, ouais, c'est une belle, c'est une très belle citation.